Et nous voilà repartis pour les flops de l'année 2017. Je dois bien avouer que cette année au cinéma, ça a quand même pas été la très grande éclate. On en parlait justement avec mon copain il y a genre 30 secondes juste avant que je commence la vidéo. Et on se disait que cette année on avait vu beaucoup de films très oubliables. Mais après oubliable ne veut pas forcément dire détestable. Et j'avoue qu'il y a beaucoup de ces films assez osef que j'ai pas mis dans mon flop parce que finalement ce sont des films qui n'éveillent pas non plus une haine viscérale. Mais cette année je trouve que ça n'a pas été un grand cru du cinéma, et mis à part le fait que moi j'ai eu la chance d'assister à pas mal de festivals de cinéma qui m'ont fait découvrir des pépites un petit peu méconnues, je trouve qu'en termes de cinéma un petit peu grand public et dans ce qui a été très plébiscité, c'était pas très folichon, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de projets assez populaires que moi j'ai foutu dans mes flops. Et on va commencer sans plus tarder avec un de ces projets populaires. Enfin populaire je dis ça, mais finalement il a quand même assez divisé. Je vais parler de Mother de Darren Aronofsky. Alors très honnêtement, c'est un film que je n'estime pas objectivement mauvais, c'est-à-dire que sa mise en scène est irréprochable, le jeu d'acteur est super, en termes narratifs ça fonctionne. C'est vraiment pas un film que j'estime objectivement mauvais, mais c'est un film que j'estime raté dans ce qu'il propose. Ça me fout d'autant plus les boules que j'adore Darren Aronofsky, mais je trouve que depuis quelques années, Darren Aronofsky il a perdu ce qui faisait sa finesse et sa patte, et en fait à force de vouloir faire du symbolisme pour faire du symbolisme, il tombe dans des travers un petit peu gratuits, grossiers, et il oublie que en fait le symbolisme ça doit se manier avec précaution et avec subtilité pour ne pas devenir lourdingue. Or Mother, avec toute sa métaphore biblique, ses sous-entendus qui sont hyper appuyés, le fait qu'on veuille à tout prix nous faire comprendre à quel point cette histoire c'est la Bible, en permanence qu'on nous prenne un petit peu pour des cons finalement, comme si on n'était pas capable d'interpréter les symbolismes nous-mêmes, ben ça rend le tout très lourdingue, grossier, grotesque. Et c'est dommage parce que jusqu'aux 3/4 du film, j'avais vraiment la sensation de voir le plus grand film de l'année, voire même le plus grand film de la décennie. Mother est donc un flop, non pas parce que le film est raté ou est détestable, mais c'est un flop parce que c'est une immense déception pour moi. J'en attendais beaucoup et je trouve le film n'est pas du tout à la hauteur, et je trouve que Darren Aronofsky est vraiment devenu un auteur prétentieux qui prend le public un petit peu pour des cons et qui finalement a perdu ce qui faisait sa patte et son originalité. Et je verrai son prochain projet avec beaucoup plus de méfiance et de distance parce que Mother m'a quand même vraiment foutu une mauvaise claque dans le très mauvais sens du terme. On continue avec un projet qui a été aussi assez populaire et que vraiment pour le coup j'ai du mal à piger. Autant Mother je peux comprendre que ça plaise, autant Nocturnal Animals je comprends pas, je viens de le dire, c'est Nocturnal Animals. Je trouve ce projet d'une vacuité et d'un non-sens absolu. Alors c'est très beau, alors la mise en scène, y a rien à dire, la photographie est très belle, le jeu d'acteur est très bon, même si je dois avouer que je trouve Amy Adams un petit peu en retrait et un petit peu fadasse. Je trouve qu'elle a tendance à sous-jouer par moments, mais bon, on va dire que de manière générale c'est globalement du bon travail. Mais alors en termes scénaristiques, je trouve que ce film c'est zéro quoi. Quand je vois qu'il y a des gens qui crache sur A Cure for Life en disant que c'est un film qui est complètement gratuit malgré sa belle mise en scène, et qui adore Nocturnal Animals, j'ai un petit peu du mal à piger. Pour moi, je trouve que A Cure for Life a vachement plus de scénario et vachement plus de sens que Nocturnal Animals. Nocturnal Animals, on essaie toujours de nous faire un parallèle entre cette histoire du bouquin et l'histoire dans la vie réelle, qui ne fonctionne absolument pas, qui est très artificielle. Finalement, la vie de cette espèce de femme bourgeoise qui s'emmerde n'est vraiment pas très intéressante, et je crois que j'aurais préféré que Nocturnal Animals se concentre sur l'histoire dans le bouquin, qui était un thriller certes classique mais très bien foutu, plutôt que cette espèce de parallèle très artificiel qui ne fonctionne à aucun moment. Pour moi c'est la vacuité totale, c'est un film très beau mais très vide, qui n'a rien d'autre à offrir que sa belle plastique, et pour moi il n'y a rien à en retenir, et je suis sûre que d'ici un an j'aurais même oublié que j'avais vu ce film quoi. En 10e position de ce flop, position peut-être assez dure et pas très méritée, je dois l'avouer, c'est Moi Moche et Méchant 3. Alors pourquoi est-ce que je le mets dans ce flop? Parce que quand on voit ce qu'ont été Moi Moche et Méchant 1 et 2, qui ont quand même eu des histoires vraiment très importantes et très intéressantes, en proposant ce contexte familial vraiment inédit dans le cinéma d'animation, avec ce père seul qui élève des gamines qui ont été adoptées. D'autant plus que le trio des 3 gamines était vraiment très attachant, soutenait le film, et il y avait quelque chose qui passait avec goût, il y avait vraiment une alchimie comme ça qui fonctionnait très bien. C'est une atmosphère qu'on a hélas pas retrouvée dans le 3,
où on retombe déjà dans un schéma familial beaucoup plus classique, un papa, une maman, des enfants, donc déjà ça m'a un petit peu gonflé. Même au-delà de ça, les filles ne sont plus vraiment mises en avant, on a perdu l'alchimie avec Gru, on a placé un méchant, Balthazar Brad je crois, qui est complètement oubliable et qui finalement ne sert vraiment à rien dans l'histoire, qui n'a pas de sens narrativement. Il est vraiment là uniquement pour rappeler hey, je suis un film d'animation pour enfants, donc il faut qu'il y ait un grand méchant, mais sinon franchement il est très oubliable. Moi chez Méchant 3, c'est pas un film qui est raté, c'est pas un film qui est spécifiquement mauvais, c'est même pas un film que je déteste spécialement, je pense que si un jour il repasse à la téloche ou quoi, je le regarderai, mais c'est un film que je trouve tellement décevant par rapport à ce qu'a été la saga jusque-là, que ça a quand même été vraiment une grande déception, et je dois vous dire que quand j'ai fait ma liste de films que j'avais vus cette année, j'avais complètement oublié que je l'avais vu, alors que Les Moi Moches et Méchants font sans doute partie de mes films d'animation préférés. Donc pour que j'en oublie le troisième opus, c'est quand même qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas à la base, et voilà, ça a été quand même pas très sympathique comme expérience. On va commencer à rentrer dans le lourd du lourd des films qui par contre sont, je pense, vraiment objectivement mauvais, en plus du fait que je ne les ai pas aimés, et on va ouvrir le grand bal de ces losers avec Alien Covenant. Bon Dieu ce film, qu'est-ce que c'est chiant. Qu'est-ce que c'est chiant, bordel de merde. Dieu sait pourtant que j'avais envie de laisser une chance à Ridley Scott, et Dieu sait pourtant que j'avais été hyper alléchée par le trailer de Alien Covenant. Et j'avais pas envie de croire toutes les mauvaises rumeurs qui l'entouraient, j'avais pas envie de croire les gens qui détestaient Prometheus et qui disaient c'est un Prometheus 2, blablabla. J'avais vraiment... J'ai essayé d'accueillir ce film le plus objectivement et avec le plus d'enthousiasme possible, et je vous assure que vraiment j'y croyais quoi. En plus, moi je partais vraiment avec un terrain pour le coup très neutre et qui avait tout à découvrir parce que j'ai pas vu Prometheus. Ben même sur moi ça a pas marché, alors j'imagine que pour ceux qui se sont déjà tapé Prometheus avant, ça a dû être encore pire. Ce film franchement c'est l'encéphalogramme plat, alors... Après, si c'était qu'en termes scénaristiques et en termes d'apport par rapport à l'univers de la saga, on pourrait se dire que tant que le film est divertissant, nous offre une bonne action et que c'est à peu près joli, et bon, ça pourrait passer, ça pourrait être juste un film un peu con mais sympa. Mais même ça arrive pas à le faire parce que c'est mou, c'est lent, c'est chiant. Il y a des tonnes de dialogues où les personnages nous parlent sans arrêt de trucs qui se veulent hyper méta, sur Dieu, sur la création, sur leur rapport aux autres, sur leur rapport à qu'est-ce qui fait qu'ils sont des êtres humains, c'est prétentieux. Et le fait d'avoir ces dialogues qui sont hyper surécrits sur un film qui est comme ça complètement creux et vide, ça crée un décalage qui finalement est presque ironique et humoristique. Ce truc est vain, je comprends pas ce que Ridley Scott cherche à développer, je comprends pas pourquoi il s'entête en fait à vouloir développer ce genre d'univers s'il n'a rien de plus à dire. Et j'ai l'impression qu'il cherche juste à se faire plaisir à lui-même, mais c'est un petit peu comme si finalement plus Ridley Scott prenait de plaisir, moins le spectateur en prenait. Et il y a un moment où ça va finir vraiment par se casser avec le public. Le problème c'est que c'est déjà un petit peu en train d'arriver, parce que les gens boudent les projets de Ridley Scott, et je pense qu'il y a un moment il va falloir qu'ils se remettent en question quoi. Ensuite, The Square de Ruben Östlund. C'est un film que je déteste profondément parce qu'il est très cynique et surtout, il se fout de la gueule de ses spectateurs. C'est un film très prétentieux qui se place au-dessus des spectateurs et qui leur dit « Haha, vous voyez comme vous êtes cons, vous êtes vraiment stupides ». Et je déteste ce genre de films qui sont cyniques envers le public qu'ils sont censés viser. Ça me fait un petit peu l'effet d'un restaurateur chez qui tirer qui te servirait une soupe dans laquelle il a craché, tu vois, en te disant « Ah, t'es trop con, tu vas bouffer de la merde ». Sauf que finalement, comme c'est le restaurateur qui te le sert, c'est lui qui crée la merde. The Square me fait complètement cet effet-là, c'est-à-dire qu'il incarne complètement ce qu'il dénonce, à savoir cette espèce d'univers très arrogant de l'art qui se situerait au-dessus du monde, au-dessus des questions sociétales. Square, c'est un film qui est l'archétype même du film d'auteur prétentieux, alors ouais, il a des qualités plastiques indéniables, je veux dire la photographie et la mise en scène sont très belles, les acteurs sont excellents, notamment l'acteur principal qui arrive heureusement à donner un peu d'humanité à un personnage qui sans ça serait franchement détestable. Mais au-delà de ça, The Square c'est un film qui est déshumanisé, qui est très misanthrope, mais misanthrope dirigé vraiment uniquement que envers une certaine catégorie de personnes, et par contre il va en encenser d'autres et on ne sait pas trop pourquoi. On a vraiment l'impression de voir une espèce de dictateur moral qui va choisir un petit peu les personnes à encenser, les personnes à défoncer. Et en plus ce que je déteste le plus, c'est que c'est le genre de film qui à la fin te dit un petit
peu « c'est à toi spectateur de trouver la morale, tu comprends, moi en tant que réalisateur, je suis au-dessus de ces questions-là ». C'est quand même le genre de propos qu'il a tenu en interview, Robin Ostlund, et enfin moi je déteste ce genre d'attitudes, qui sont cyniques et méprisantes. Voilà, je trouve que The Square c'est un film méprisant, et du coup moi je n'ai qu'une seule attitude lorsqu'on me présente du mépris, c'est de mépriser à mon tour, donc j'ai vraiment envie de mépriser ce film comme il m'a méprisé en tant que spectatrice. Ensuite, nous allons passer à un film qui pour une fois je pense va faire l'unanimité, c'est Justice League. Alors Justice League, ouais, que dire qui n'a pas déjà été dit sur le sujet. C'est une catastrophe. J'ai même pas eu envie de le traiter sur ma chaîne YouTube, tellement tout le monde en avait déjà parlé avec assez de justesse, je trouve. Pourtant, j'y croyais parce que le dernier projet d'ici que j'avais vu, c'était donc Wonder Woman, qui était sorti en juin, je crois. Voilà, je trouvais que c'était vraiment du cinéma divertissement intelligent et fort. Je m'attendais à retrouver un petit peu ça dans Justice League, c'est pas du tout le cas. Justice League, je trouve qu'il y a un seul truc qui est bien dans tout le film, c'est le générique de début. Je pense que ça, pris comme un clip, ça pourrait mériter un certain prix, une certaine reconnaissance dans le milieu, dans la mise en scène et dans le montage, parce que c'est vraiment bien foutu. Le reste, pour moi, il n'y a rien à garder. Les acteurs en font des caisses, ils sont complètement largués. Jason Momoa, je l'aime beaucoup, hein, mais putain, il est complètement largué dans son rôle. Il est obligé d'en faire des caisses, en fait, tant son personnage est inintéressant, il est obligé d'essayer de sauver un petit peu les meubles et... il est caricatural, il est grotesque. Flash, c'est franchement un personnage que j'avais oublié tellement il est secondaire, tellement on a l'impression qu'il a peu d'impact dans l'intrigue. Ben Affleck en Batman, franchement, il sous-joue. Putain, et pourtant j'aime bien Ben Affleck, mais je trouve que là, dans ce rôle-là, on sent qu'il a aucun plaisir en fait à être à l'écran. Le mec, en fait, très cynique, un peu sûr de lui, beau gosse et tout, ça lui va pas à Ben Affleck. Moi, je pense que c'est un mec qui est fait pour jouer des rôles de mec un petit peu sensible. Gal Gadot, que j'aime beaucoup, là, dans ce Justice League, elle brille franchement pas par sa présence. Par contre, j'ai beaucoup aimé le fait que le réalisateur se dise qu'à chaque fois qu'elle apparaissait à l'écran, on allait la filmer soit en contre-plongée pour qu'on voit bien ses seins, soit en plongée pour qu'on voit bien ses fesses. Donc je pense qu'il a absolument tout compris au message du film Solo Wonder Woman, qui essayait de faire passer le fait que les femmes n'étaient pas que des objets sexuels. En termes de mise en scène, tout ou presque a déjà été dit sur le sujet, mais c'est dégueulasse, ça respire les effets spéciaux fake à plein nez. Absolument tous les mouvements des personnages sont repris et ça crée des mouvements qui ne sont pas naturels, les scènes d'action sont brouillonnes, confuses, les couleurs sont criardes, c'est un film qui est vulgaire. L'équipe derrière DC, il faut qu'ils arrêtent d'essayer de faire des films chorales. Il vaut mieux qu'ils se concentrent sur les stand-alone, j'ai l'impression qu'ils vont plutôt bien réussir les films consacrés à un seul personnage. Enfin, je pense que vraiment personne ne s'y est trompé et le film a été descendu en masse et ça me fait chier de dire ça, mais il le mérite vraiment beaucoup. Ensuite, Seven Sisters, que j'ai pas eu l'occasion de chroniquer sur ma chaîne, c'est dommage parce que je pense que ça m'aurait valu un record de pouces rouges à sa sortie, parce que quand il est sorti en septembre, il y a tout le monde qui a adoré ce film. Si je parle d'un point de vue uniquement en termes de mise en scène, narratif, etc., c'est un film qui a rien de rare, quoi. C'est un thriller SF gentillet, on en a déjà vu des caisses, la mise en scène a vraiment rien de foufou, on se retrouve avec des ambiances désaturées, c'est gris, c'est bleu, il y a rien de bien exceptionnel sous le soleil. Il y a effectivement à louer la performance de Noomi Rapace, qui vraiment s'en sort très très bien à jouer les rôles des différentes sœurs, bien que ce soit des rôles très caricaturaux. Et c'est un petit peu ce que je regrette avec le film, c'est que les 7 sœurs sont tellement finalement des stéréotypes dans leur genre. La nana bodybuildeuse, un petit peu garçon manqué, la punkette, la hippie, la geek, qu'on a un petit peu du mal à savoir si on arrive à les distinguer grâce à la performance de Noomi Rapace ou si on arrive à les distinguer uniquement parce qu'elles ont des styles comme ça très atypiques et très distinctifs. En fait, dans un film un petit peu du même genre cette année, je trouve que la performance de James McAvoy dans Split est bien plus allouée que celle de Noomi Rapace dans Seven Sisters. Parce que dans Split, il joue de vrais personnages qui pourraient exister, des vraies personnes qui ne sont pas archétypales et stéréotypées, qui ont une vraie personnalité. J'ai un gros problème avec le message idéologique du film, qui, je trouve, est un message assez pro-vie, c'est-à-dire, alors peut-être pas anti-avortement, parce que dans ce monde-là, l'avortement ne semble même pas être une solution, étant donné qu'on n'en parle même pas à aucun moment. Donc
Partons du principe que c'est un monde où l'avortement n'existe même pas, mais pro-vie dans le sens où le film se termine sur une scène merveilleuse où on voit des bébés naître et enfin les gens ont le droit de se reproduire comme ils le veulent. Sauf qu'il faut pas oublier que le postulat de base du film, c'est que la planète est en train de crever, que y a une surpopulation qui est tellement énorme que plus personne n'arrive à se nourrir correctement, que toutes les eaux sont polluées, et que c'est pour ça que le gouvernement a lancé la politique de l'enfant unique. Et c'est horrible à dire, mais du coup je trouve que c'est un discours plutôt sensé, et en fait ça fait que à la fin du film, j'étais pour la méchante. Du coup, c'est un petit peu compliqué d'adhérer à une morale de film contre laquelle je suis personnellement absolument contre. D'autant plus que je trouve que c'est assez malvenu de la part du film de faire un truc très pro-vie, très ah là là, regardez la beauté de la vie, etc. quand on sait que la méchante du film, à la fin, termine condamnée à mort. Donc c'est quoi le souci en fait? On respecte la vie des bébés parce que les bébés c'est bien. La vie d'un autre être humain, par contre, adulte, qui a pensé, qui a vécu, etc., ça on s'en fout, on a le droit de le foutre à mort comme n'importe quoi. Enfin, j'ai vraiment du mal, j'avais l'impression qu'il y avait une espèce de truc à double tranchant vachement mal géré à ce niveau-là. Et je pense qu'en fait, ce que le réalisateur a voulu faire, c'était une espèce de morale ouverte en se disant chacun va interpréter les choses comme il le veut. Sauf que comme c'est très très mal géré et que finalement le réalisateur ne donne pas vraiment de point de vue, on a l'impression qu'il s'est perdu avec son propre message. Moi, ce que j'en ai tiré, c'est cette morale-là. Je sais que d'autres personnes l'ont pas du tout interprété comme ça, et c'est pas un souci, chacun son interprétation, enfin c'est ça qui fait la beauté et la richesse du cinéma, mais je trouve que c'était un sujet casse-gueule, que le réalisateur s'en est pas très bien tiré, et je pense qu'il s'est complètement laissé emporter par son film, ce qui fait que Seven Sisters me donne au final l'impression d'être un film qui n'est pas du tout maîtrisé, et qui finalement ne mérite absolument pas tout le foin qu'on en a fait. En 5e position, un film qui putain m'a foutu en colère. Oh là là, ça faisait longtemps que j'étais pas sortie aussi en colère d'une salle de cinéma, c'est Jane Doe Identity. J'y suis allée parce que j'ai lu un peu partout, oh là là, c'est le nouveau It Follows de l'année, tu vois. Non. Alors, je comprends tout à fait que si jamais t'es pas trop habitué aux films d'horreur, ou alors si jamais t'es relativement jeune et que du coup c'est un des premiers films d'horreur bien foutus que tu vois, je comprends tout à fait que t'adores et que tu adhères à ce genre de truc. Par contre, j'ai vraiment du mal à comprendre, mais n'hésitez pas à m'expliquer dans les commentaires, mais j'ai vraiment du mal à comprendre les fans de films d'horreur qui en bouffent depuis des caisses et des caisses et des caisses, qui ont adoré ce film, tellement c'est un film classique, quoi. Y a rien de nouveau sous le soleil, y a rien de transcendant. Alors j'ai vu qu'un des arguments utilisés pour le défendre, c'était sa mise en scène qui est belle. Alors certes, la photographie est belle et la mise en scène est plutôt bien foutue. Enfin, je veux dire, des films bien foutus et beaux, il y en a des caisses et des caisses qui sortent chaque année, quoi. Si à ce compte-là, il suffit pour un film d'horreur qu'il soit beau et relativement bien foutu au niveau de sa mise en scène, Annabelle est un chef-d'œuvre, tu vois. Donc non, je suis désolée, ça fait pas tout. Dans un film d'horreur, il faut qu'il y ait de l'ambiance, il faut qu'il y ait de l'enjeu, il faut qu'il y ait de la pression, il faut qu'il y ait de la tension, il faut qu'il y ait un message, il faut qu'il y ait un propos. Là, y a rien, quoi. Les rares scènes de tension qu'il y a, qui pourraient être efficaces, sont constamment désamorcées parce qu'il y a des jumpscares à la con qui viennent te ruiner tout le travail d'ambiance. Le scénario est franchement basé uniquement sur la stupidité et le manque de réaction des personnages principaux, qui font que moi, j'ai eu aucune empathie pour eux durant tout le film, tellement je me disais, putain, mais si t'es assez con pour prendre ce genre de décision, bah écoute, c'est tant pis pour ta gueule, hein, va crever, moi j'ai aucune envie de te regarder, j'ai aucune envie d'adhérer à tes soucis, quoi. Tes soucis, tu te les crées tout seul. Évidemment, j'ai fait une critique un petit peu plus détaillée sur ce film, donc pour voir un petit peu tous les plot holes qu'il y a, je vous invite à regarder cette vidéo-là. Et je crois que ce qui m'a mis encore plus hors de moi, c'est la scène finale avec le coup de la clochette au pied, qui sous-entend le fait qu'il y aurait une suite, et qui en plus est une scène finale, je trouve, grossière, putassière. Donc ouais, Jane Doe Identity, je trouve que c'est vraiment le gros flop horrifique de l'année. Y a rien à se mettre sous la dent, c'est cucul à praloche, c'est mal joué, les acteurs sont un peu à la ramasse, les personnages sont pas attachants, l'histoire est naze, y a pas d'ambiance, ça fait pas peur. En colère de voir qu'une fois de plus, le genre de l'horreur était réduit à uniquement de l'horreur à sensation, alors que putain, l'horreur, le fantastique, ça a tellement plus à offrir que ça, c'est tellement des genres qui se portent à avoir des métaphores, avoir des messages, des propos, des symboles. Putain, ça m'énerve, c'est toujours pas ce film-là qui va lui donner ses lettres de noblesse, quoi. Et on va rester du côté du flop horrifique avec Split, le cas Shyamalan. Ça me saoule parce que à chaque fois qu'il sort un film, je me dis ah,
yes, enfin le retour de Shyamalan, enfin du vrai Shyamalan, ah le scénario a l'air super, etc. Et je ressors à chaque fois déçue. Split, il y a un truc qui est vraiment génial, c'est la performance de James McAvoy, tout le monde en a déjà parlé en long, en large, en travers, je vais pas m'étaler plus dessus, mais vraiment là-dessus, il y a rien à dire, c'est sûr qu'il campe des personnages de manière parfaite, et il y a des moments où il fait vraiment très peur, lorsqu'il se transforme en la bête vers la fin du film, il y a vraiment de la tension, quoi, il y a de l'angoisse, il y a du suspense là-dessus, il y a rien à dire. Le reste du film, par contre, ben, c'est du Shyamalan et du bas Shyamalan, quoi. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec ces personnages caricaturaux qui sous-jouent, ces personnages qui n'ont aucune émotion, on te met à distance constamment de l'émotion, de l'empathie, etc. Du coup, t'as aucune envie de t'attacher au personnage. Le scénario, très honnêtement, on est sur du slasher lambda, où il y a un mec qui pète un câble et qui va poursuivre Nedana, quoi, il y a vraiment rien. Enfin, avec l'histoire d'un mec qui a 23 personnalités, il y avait vraiment moyen de faire des trucs, mais finalement, il s'en sert jamais vraiment pour développer un propos, pour développer une histoire qui ne soit pas déjà vue, quoi. C'est un slasher, c'est tout. Et ce qui m'a un petit peu gonflé, c'est que tout le monde dise oh, Split, il a vraiment un twist final absolument incroyable. Ah, cette fin, quelle claque. Non, c'est pas ça un twist, putain. Un twist, c'est censé te retourner tellement le cerveau que tu ne peux plus jamais voir le film de la manière dont tu l'as vu précédemment. Et où le réalisateur est censé dissimuler plein d'indices partout dans le film pour te faire dire que, en fait, à ce moment-là, tu te rends compte tout ce que tu pensais acquis auparavant dans le film, ce n'est pas vrai. Là, c'est pas un twist, c'est un clin d'œil à un de ses précédents films qui annonce son fameux Shyamalan Extended Universe. C'est tout. Y a rien de claque dedans, y a rien de surprenant. Putain, oui, alors oui, y a Bruce Willis. Waouh. Bruce Willis dans un film, si ça vous fait cet effet-là, ben putain, y a les Die Hard, hein, si vous voulez vous masturber dessus, y a pas de problème. Donc oui, j'ai pas compris l'engouement autour de ce film. Je crois que ça m'a mise même un petit peu en colère parce qu'il y a plein de gens qui étaient en mode oh Shyamalan, je t'adore, tu as fait le chef-d'œuvre de l'année, alors putain de merde, mais il y a tellement de films qui méritent mieux que ça, qui méritent de la diffusion, et je veux dire qu'on s'attarde sur des films aussi peu intéressants et qu'on en soit encore à discuter de films pareils. Je sais pas, ça me saoule. Pourtant, je suis quelqu'un de tolérant, j'ai aucun problème à ce que les gens soient pas d'accord avec moi, je me rends compte que j'ai des goûts cinématographiques très casse-couilles et que je suis capable d'aimer des grosses merdes. Mais pour le coup, des projets comme Split et les réactions que ça suscite, c'est vraiment des trucs que j'ai du mal à comprendre et que j'ai un petit peu du mal à tolérer, je crois. En troisième position, une comédie française, Rock'n'Roll, qui est vraiment un gros gâchis de moyens, de temps et d'argent. Parce que jusqu'à une demi-heure, 3/4 d'heure du film, on va dire, c'était pas mal, c'était plutôt plaisant, c'était drôle. Voilà, ça se laissait regarder, ça aurait pu être une bonne petite comédie. Et puis, je sais pas ce qui se passe, au bout d'un moment, t'as l'impression que tout l'aspect créatif du film se barre pour devenir une comédie caricaturale, grotesque, vulgaire, qui fait que même en tant que spectateur, t'es un peu cringe. Tu vois, t'as l'espèce de boule au ventre, te disent, en ayant presque honte de regarder le film, tellement ça devient gênant, quoi. Rock'n'Roll aurait dû se contenter d'être ce qu'il était à la base censé être, c'est-à-dire une comédie sympathique sur un quarantenaire qui se cherche et qui cherche à prouver qu'à 40 ans, on n'est pas si vieux que ça. Mais à la place, Rock'n'Roll, finalement, ça devient une espèce d'ode très nombriliste à Guillaume Canet, qui en devient presque détestable dans cette espèce de rôle / autobiographie de lui-même, où on n'arrive plus vraiment à savoir où est la réalité, où est la fiction, tant il semble ne parler que de lui et uniquement à lui. En tant que spectateur, on a du mal à situer notre place et toutes les blagues font un petit peu un flop. J'avais l'impression de voir un acteur quarantenaire se questionner légitimement sur ce qu'était de devenir quarantenaire, mais de le voir finalement faire sa séance de psychothérapie à travers un film. Rock'n'Roll, ça fait vraiment partie de ces comédies françaises très oubliables, qui ont eu un budget colossal dont on ne sait tirer d'où et qui franchement ne le méritent pas trop, qui ont fait parler d'elle alors qu'il y a tellement de films qui mériteraient leur place et qui mériteraient de la considération qu'il a eu. Franchement, ne perdez pas votre temps à regarder des projets pareils, Rock'n'Roll c'est même pas si drôle que ça. Et ça n'a même pas le mérite d'être un petit peu innocent ou gentillé comme comédie parce que ça a un fond un petit peu puant et détestable dans cette course à l'ego. En deuxième position, un film vraiment où il n'y a rien à sauver pour le coup, c'est Rings, l'espèce de suite / rebook / remake, on sait pas trop ce que c'est, le cercle / Ring, qui est un de mes films d'horreur préférés, que ce soit la version américaine ou la version japonaise, que j'aime un petit peu moins puisque je l'ai découvert plus tard donc j'y suis moins attachée. Je suis une grosse fan de la version américaine qui a été faite par Gore Verbinski. Oh, j'adore ce mec. Ben putain, Rings, ça a vraiment pas le même rayonnement ni le même effet, hein. Qu'est-ce que
c'est nul, qu'est-ce que c'est chiant, et c'est même pas assez mauvais pour en devenir nanardesque ou drôle, non, c'est juste complètement oubliable, c'est fade, ça fait pas peur une seule seconde, ça n'apporte rien en plus à la mythologie autour de Samara, ça n'apporte rien autour de la mythologie du cercle. Franchement, c'est un film qui n'a rien à dire, qui n'a rien à proposer, c'est un film qui a été fait uniquement pour engranger du fric sur le dos de la saga, et ça me fait chier parce que The Ring, je pense que c'est une saga qui est très intelligente, qui a été en avance sur son temps, sur énormément de chances, que ce soit au niveau de la mise en scène, que ce soit au niveau de son propos, sur la dangerosité des écrans, ce genre de choses. Ça a été un des premiers films d'horreur à vraiment proposer ce regard-là sur les écrans. Et le fait que ce Rings-là ne réactualise pas du tout le propos, qu'il ne se rende pas compte de quel héritage il est issu et de combien il aurait dû être intelligent pour être à la hauteur du reste, ça me fout un petit peu en colère. Après, ce qui me rassure, c'est que le projet a tellement floppé au niveau critique, mais aussi commercial, que je pense pas qu'on verra une suite de sitôt, du moins j'espère. Peut-être que si Hideo Nakata reprenait le projet, on pourrait avoir des choses intéressantes et des nouvelles choses à dire, parce qu'il y a beaucoup de choses autour de Samara qui n'ont pas été dites, enfin Samara / Sadako, qui n'ont pas été dites et qui à mon avis restent à développer. Mais il faut que l'univers garde un mystère, il faut que l'univers garde quelque chose, se remettre d'actualité quoi, parce que là, Rings, tout ce qu'on a vu dans ce film c'était du réchauffé, c'était du déjà vu. Et du coup ce film c'est un petit peu le Alien Covenant de la saga quoi, je veux dire, je comprends même pas le projet derrière, je comprends pas ce qui à la base devait être fait. C'était à ce point chiant que quand je suis allée le voir, j'étais entourée des fameuses troupes d'adolescents qu'il y a toujours dans des films d'horreur. Et ben même ces troupes d'adolescents ont fini par se casser avant la fin du film, tellement c'était chiant. J'arrive pas à déterminer quel était le public visé par ce film, j'arrive pas à déterminer quel était le but du film d'un point de vue narratif ou esthétique. C'est nul, c'est même pas nanardesque, franchement je vais pas m'étendre des heures dessus tellement y a rien à dire. Rings c'est la vacuité totale. Et enfin, mon petit chouchou de l'année, le film que je déteste le plus et que je m'interroge encore aujourd'hui sur comment un projet pareil a trouvé des financements, c'est le projet À bras ouverts qui devait à la base, je vous rappelle, s'appeler S'il vous plaît, parce que bah c'est bien connu, les Roumains ils savent dire que ça, s'il vous plaît, dans la rue. En fait ce film je l'ai regardé pour me demander si jamais le projet était aussi cynique de bout en bout qu'il semblait l'être sur le papier, et s'il y allait pas avoir quand même une morale de fin à un moment ou quelque chose qui allait relever le niveau et faire en sorte que le film soit pas aussi détestable que ça et aussi puant. Même la morale de fin est dégueulasse, la morale de fin c'est si jamais t'es une meuf et que t'as perdu ta virginité, c'est la honte sur la famille, donc il faut vite te marier, comme ça on voit pas que t'as perdu ta virginité, parce qu'une fille pas vierge, ça sert à rien et c'est quand même la honte. Je vous jure, ce film, plus j'en parle, plus j'ai envie de m'énerver, plus j'ai envie de foutre le feu à quelque chose, foutre le feu à Christian Clavier, tu vois, j'en sais rien, qui en plus nous refait 2 mois plus tard une espèce de comédie de merde avec Momo là, sous couvert de bons sentiments, qui est en fait un truc dégueulasse, qui se fout toujours de la gueule des personnes différentes. Mais qu'est-ce que t'as, Christian Clavier, avec toi-même? T'as des problèmes d'ego, j'en sais rien. Il y a un moment, pour détester les gens qui sortent de la norme à ce point-là, c'est qu'il y a un problème, je sais pas. Donc oui, À bras ouverts, si vous vous posiez la question, c'est aussi détestable que ça en a l'air, ça crache sur les Roms, c'est complètement raciste, c'est raciste aussi envers les Indiens. C'est un film où jamais les Roms ne changent, ni jamais ne change la famille de Christian Clavier. C'est un film qui, en plus, au-delà de l'aspect idéologique, même si on fout ça de côté, c'est une comédie franchement mal foutu, qui a des blagues qui tombent à plat, dont le montage est complètement à la ramasse, qui n'est pas spécialement innovant au niveau de la mise en scène, qui n'est franchement pas très drôle, qui a un rythme vraiment lent, qui est pas très intéressant, avec un Christian Clavier qui est franchement en dessous de tout au niveau de son jeu d'acteur, il en fait des caisses et des caisses, il est caricatural. Et ce qui m'énerve encore plus, c'est les gens qui essayent de le défendre sous couvert que c'est de l'humour. Le problème, c'est que le film se présente tellement sous un aspect idéologique que même si jamais tu vas pas chipoter bien loin et que tu veux pas t'intéresser à l'aspect politique du film, t'es obligé, parce que le film te le rabâche tout le temps, te le fout sur la gueule en permanence. Donc oui, c'est un film qui est idéologique, c'est un film qui veut partager une vision du monde à laquelle personnellement je n'adhère pas, mais à laquelle j'ai l'impression que pas grand monde n'adhère, parce que je veux dire, même les gens de droite n'ont pas aimé ce film, donc je ne vois pas à qui s'adresse ce film. Et s'ils voulaient juste faire une comédie familiale un petit peu sympathique, etc., fallait peut-être réfléchir à avoir une morale de fin un petit peu moins puante. Donc je pourrais passer des heures et des heures et des heures à cracher sur À bras ouverts, à dire absolument tout ce qui ne va pas, mais
C'est pas le but de la vidéo, je me suis déjà étalée genre 10 ou 15 minutes une fois en parlant de À bras ouverts, donc je vais peut-être arrêter. Voilà, clairement pour moi c'est le pire film de l'année. J'aimerais bien qu'en France on arrête de filer autant de subventions et autant de sous à des comédies aussi bas du front. Quand on voit que des projets comme Petit Paysan de Hubert Charuel ont eu du mal à se faire financer et qu'à côté de ça on finance des trucs comme ça, ou alors comme Les Visiteurs 3 que j'ai rattrapé il y a pas longtemps, qui est une des pires merdes que j'ai jamais vues de ma vie et qui a eu un des plus gros budgets alloués en France en 2016 à la création cinématographique, il y a de quoi se foutre vraiment très en colère. Et voilà, ma vidéo sur les flops de l'année est terminée, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve assez rapidement pour un retour aux vidéos normales dès que j'aurai le temps de les tourner. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, c'est là que je vous tiens au courant de l'actualité de la chaîne. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ce que je vous propose vous plaît, et je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Fini! Bravo!